Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir. Une belle soirée qui nous amène à nous réunir dans le très beau Salon Doré, à la mairie de Lyon. Et à ce titre, nous, Cercle de ZAA, on remercie vivement Grégory Doucet, maire de Lyon, mais également Raphaël Michaud, adjoint à la ville abordable, bas carbone et désirable. Tout de suite, nous allons accueillir Sofia Popov, qui nous fait l'amitié et l'avantage de nous accueillir au titre de la mairie. Je suis un peu plus petite, donc je règle au niveau technique. Ça va, vous me voyez dépasser quand même du pupitre. Madame la coprésidente du Cercle de ZAA, chère Florence, mesdames les membres du Cercle de ZAA, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans ce magnifique salon de l'Hôtel de Ville pour cette soirée organisée par le Cercle de ZAA sous le patronage de Grégory Doucet, le maire de Lyon. Je suis vraiment heureuse de mettre à l'honneur le travail du Cercle de ZAA, association de femmes dirigeantes du secteur de l'architecture, de la construction et du paysage, association qui œuvre en faveur de la reconnaissance des professionnels de la fabrique de la ville et qui se mobilise afin d'intégrer in situ la prise en compte du genre dans les projets urbains. Égalité professionnelle d'un côté, prise en compte des femmes dans l'aménagement urbain de l'autre, ce sont les deux faces d'une même pièce, faire la ville avec les femmes et pour les femmes. Mais une fois posé le sujet femmes, est-ce suffisant pour construire une ville égalitaire? Est-ce que le vécu d'une dirigeante d'entreprise est le même que celui d'une aide-soignante? Est-ce que l'expérience de la rue d'une jeune femme est la même que celle d'une femme âgée? Est-ce qu'une femme d'origine supposée ou réelle étrangère vit la même ville qu'une femme d'origine réelle ou supposée française? Est-ce qu'une femme handicapée expérimente nos espaces publics comme une femme valide? Vous me voyez venir. Pour moi, la réponse à ces questions est non. Il est donc indispensable que le sujet femmes soit au pluriel, indispensable de prendre en compte les femmes, toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur origine réelle ou supposée, leur catégorie sociale et professionnelle, leur handicap, leur orientation sexuelle. Et quand on se pose alors la question de l'égalité femmes-hommes, dans ces termes-là, ça permet finalement de se poser la question de toutes les discriminations, de passer nos politiques publiques au prisme du genre. Bienvenue, Madame la vice-présidente. Ça permet donc de passer nos politiques publiques au prisme du genre, c'est aussi donc ouvrir des possibles vers une ville qui est à la fois égalitaire et inclusive. Alors, quelques exemples. Quand on s'intéresse un petit peu de près au déplacement des femmes, on note que ce sont elles qui effectuent à 75% les accompagnements des enfants et des personnes âgées. Et ce sont aussi les premières utilisatrices des transports en commun. Donc une ville non genrée, c'est une ville amie des seniors, une ville à hauteur d'enfants, avec des bancs, des trottoirs confortables, des voiries apaisées et des transports en commun développés qui permettent de répondre aux besoins du plus grand nombre. Quand on s'intéresse aux inégalités économiques, on le sait malheureusement, les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes, elles sont plus souvent en temps partiel subi, elles sont plus représentées parmi les plus petits déciles. Donc une ville non genrée, c'est alors une ville avec une politique d'hébergement et de logement social volontariste et qui, par là même, répond aux besoins sociaux de toute la population. Si je suis heureuse d'accueillir cette soirée, c'est que notre équipe municipale, évidemment, est résolument engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et je pense que je peux associer l'équipe métropolitaine dans cet engagement. Et donc, comme elle est engagée pour l'égalité entre les hommes et les femmes, elle est nécessairement engagée pour une ville inclusive, hospitalière, qui contribue à lutter contre les inégalités sociales et économiques, une ville amie des aînés, une ville à hauteur d'enfants, une ville accessible aux personnes handicapées. Cette ambition politique, nous la déclinons de manière opérationnelle à travers l'ensemble des champs d'intervention de notre collectivité. Rassurez-vous, je vais me centrer sur les sujets du soir, l'aménagement et les mobilités.
La ville de Lyon, sous le pilotage de Florence Delaunay, adjointe au maire de Lyon en charge des questions d'égalité, a publié l'année dernière un guide à destination des acteurs de la fabrique de la ville, donc des professionnels, et notamment des aménageurs, afin de permettre une égalité de genre dans l'aménagement urbain. Donc j'ai le petit guide sous les yeux. Ce guide identifie 5 thématiques essentielles sur lesquelles nous sommes engagés aux côtés de nos partenaires privilégiés, que sont naturellement la métropole et le Citral. La première thématique essentielle pour une ville qui soit égalitaire en matière de genre, c'est la question du harcèlement de rue et du sentiment de sécurité. À la ville de Lyon, nous mettons en place progressivement le dispositif Angela dans tous les commerces de nos quartiers pour permettre aux femmes de trouver refuge. Et nous développons aussi dans nos quartiers et à l'hôtel de ville des formations à l'autodéfense féministe. La deuxième thématique essentielle, c'est l'inégale opportunité de pratiquer ses loisirs. À la ville de Lyon, nous travaillons dès le plus jeune âge sur ces sujets, avec les enfants, à la création de cours d'école et d'aires de jeu plus inclusives et non genrées. La troisième thématique essentielle, c'est l'usage différencié de l'espace public. Pour ce faire, à la ville de Lyon, nous travaillons à l'apaisement des abords des écoles, à l'installation de bancs, de toilettes publiques, mais aussi à un partage plus équitable de la voirie en faveur des mobilités actives, que sont le vélo, la trottinette, la marche à pied, au bénéfice des femmes, mais aussi des enfants et des personnes âgées. La quatrième thématique essentielle, c'est la prise en compte des femmes dans le processus de concertation et dans la vie locale. Alors au niveau de l'exécutif municipal, on est exemplaire puisqu'on applique une parité très forte à la fois en nombre et en qualité. Mais au niveau aussi de nos processus de concertation, nous faisons particulièrement attention aux besoins des femmes dans nos projets d'aménagement. On va même jusqu'à mettre en place des actions d'aller vers qui leur sont dédiées, comme à Gabriel Péry, où nous organisons des marches exploratoires qui sont réservées aux femmes. Et enfin, la cinquième thématique essentielle, c'est la représentation symbolique des femmes dans notre espace public. Sur ce sujet-là aussi, la ville est très engagée. Nous nous sommes engagés à ce que 95% de nos nominations de nouveaux espaces publics, les rues, les jardins, les vergers, puisque nous créons beaucoup de vergers, rendent hommage ou fémage justement à des femmes. Vous le voyez, depuis le début du mandat, les projets urbains sont repensés pour qu'ils contribuent à la transition écologique, à la justice sociale et à l'égalité. Travailler sur les projets urbains sous le prisme du genre permet finalement de remettre l'habitant, les habitants, au centre de ces projets et contribue donc à une meilleure qualité. L'organisation du concours international d'idées d'architecture, La Ville Ensemble, toutes et tous, grâce auquel nous nous réussissons aujourd'hui, a porté sur la place Saint-Paul, un site que je connais bien en tant que conseillère du 5e arrondissement et habitante du quartier. C'est un secteur de gare, complexe de par la multiplicité des fûts, et dans un secteur à très forte valeur patrimoniale, un secteur aussi très minéralisé. Donc c'est un très beau sujet de réflexion. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir les différentes propositions qui seront présentées ce soir, mais aussi sous forme d'exposition en mairie du 5e. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir accueillir les résultats de ce travail. Ce concours d'idées d'architecture sur la question de genre, lancé en février 2020 par le Cercle de Zaha, est le premier en France, sachant qu'en plus, cette année, il a une dimension internationale. Nous sommes donc honorés d'accueillir cette initiative sur notre territoire. Cela témoigne une fois de plus de la capacité du tissu associatif à faire bouger les lignes, mais aussi du chemin qui nous reste à parcourir ensemble pour une ville égalitaire et inclusive. À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement le Cercle de Zaha pour votre engagement et votre esprit d'innovation. Engagement qui, nous le savons, dérange parfois l'ordre établi. Donc voilà, merci beaucoup. On sait que ce sont des combats qui parfois épuisent. Pour conclure, j'adresse toutes mes félicitations aux étudiants et aux étudiantes qui ont participé, et évidemment particulièrement aux primés. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre attention. Malheureusement, moi, je dois m'éclipser pour ce soir, mais comme je vous l'ai dit, je verrai le résultat des travaux en mairie du 5e. Et je vous laisse de toute façon en très bonne compagnie avec mes collègues Florence Delaunay, adjointe au maire de Lyon, et Béatrice Vessillier, vice-présidente de la métropole. Merci.
Merci beaucoup, Madame Popov, de nous avoir si bien accueillis au nom de la mairie. Ce soir, comme vous le savez, le Cercle de Zaha vous réunit tous autour d'une conférence et de la remise des prix, comme on l'a dit, du concours international d'idées d'architecture sur les espaces exemplaires non genrés. Le Cercle de Zaha, vous le connaissez pour la plupart, va bientôt fêter ses 10 ans. Il réunit aujourd'hui 150 femmes de l'architecture, du paysage, de la construction, de la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre donc, autour de valeurs d'expertise, de solidarité aussi, et de leadership au féminin. N'ayons pas peur de le dire. Lorsqu'on a souhaité organiser un concours, l'idée était véritablement, nous, femmes seniors, et en responsabilité aujourd'hui dans nos agences et dans nos sociétés, de tendre la main aux plus jeunes, pour aussi avoir un gain de visibilité. On trouve souvent que les plus jeunes ne donnent pas beaucoup leur avis, qu'on les consulte peu, qu'on les trouve peu dans les conseils. Et en tout cas, aujourd'hui, on va pouvoir leur donner la parole. Tous les lauréats sont là. Aujourd'hui, on va remettre 5 prix. Et ces jeunes vont nous exposer leurs projets et de véritablement nous dire ce qui les a accrochés en participant à ce concours. Voilà, tout de suite, nous allons vous présenter l'ensemble des intervenants. Nous attendions Marion Tillous, qui est enseignante, chercheuse, maître de conférences spécialisée sur les espaces de mobilité, et elle a fait de nombreuses études pendant 5 ans sur notamment le comportement des femmes, mais parfois, malheureusement, les violences faites aux femmes dans le milieu des mobilités, notamment dans le métro. Marion a été victime d'un incident grave vendredi dans le cadre de ses fonctions et donc ne pourra pas nous rejoindre ce soir, elle est souffrante. Donc on pense bien à elle. Mais nous avons l'avantage également d'accueillir ici l'ensemble des membres du jury, que sont, et je vous invite tout de suite à venir sur scène, Béatrice Vessillet, vice-présidente à l'urbanisme de la métropole de Lyon, François de Coster, urbaniste, cofondateur de l'agence l'AUC, Grand Prix d'urbanisme 2021. Nous avons également Florence Delaunay, Madame Delaunay est adjointe à la mairie de Lyon en charge de l'égalité et des droits. Et puis nous accueillons également Édouard Pernaut. Édouard Pernaut est architecte à l'agence Sud Architecte. Pour animer ce débat, nous accueillons tout de suite Emmanuel Andréani et Anne Canova, qui sont co-organisatrices de cette conférence et bien sûr du concours. On vous laisse la parole et puis les micros vont circuler, nous pourrons largement poser nos questions. Merci. Bonsoir à tous. Donc, après nous être intéressés donc, en 2020 à la conception d'une grande place publique dans un quartier mixte qui était la place Jean Jaurès à Lyon, nous avons voulu enrichir cette année notre approche avec la question des mobilités. En effet, les mobilités font la ville et les déplacements sont une composante essentielle du quotidien des usagers de l'espace public. Et la question du genre dans les déplacements a été étudiée récemment. C'est un peu ce que devait venir nous exposer Marion Tillous, qui malheureusement n'est pas là et qui devait nous en parler dans son propos liminaire à notre débat de ce soir. Mais ce sont des éléments dont Madame Popov a parlé, puisque les observations indiquent certains éléments très clairs. D'abord que les femmes ont une fréquence de déplacement beaucoup plus élevée que les hommes, mais sur des distances plus courtes, qu'elles ne se déplacent pas pour les mêmes raisons, moins pour le travail, plus pour les achats, les loisirs, et que les tâches qui leur sont assignées les amènent à parcourir des déplacements en boucle et non en droite, puisqu'avant d'aller au travail, elles amènent leur enfant à l'école, et puis avant de rentrer, elles font une course. Bon, je pense que ça nous parle pas mal.
On sait aussi que les femmes, et Madame Popov l'a dit, sont les principales utilisatrices des transports en commun et que les hommes vont prioritairement utiliser la voiture familiale ou professionnelle. Donc dès lors, les usages d'un espace public aux abords d'une gare ferroviaire, routière ou d'un pôle d'échange peuvent être différenciés. Et à cela s'ajoutent, on en a dit 2 mots, les questions d'insécurité et de harcèlement sexuel ou sexiste, fréquents dans les stations, les arrêts de bus où elles attendent et les transports en commun. Donc en découle in fine ce qu'on peut appeler une restriction des mouvements des femmes qui peuvent éviter certains secteurs, éviter certains déplacements et donc presque une perte de mobilité en quelque sorte. C'est ainsi fort de ces constats que nous avons souhaité aujourd'hui débattre du rapport des mobilités dans l'espace urbain et de l'inclusivité avec nos intervenants et membres du jury. Merci à tous d'être parmi nous. Alors, pour commencer cette table ronde, et on vous donnera à tous la parole si vous avez des questions. Une première question, Madame Béatrice Vessillier, vous êtes vice-présidente à l'urbanisme, en charge du cadre de vie à la métropole de Lyon et vice-présidente du CITRAL, qui régit, on le rappelle, les transports en commun à la métropole. Donc, Madame Vessillier, ça va intéresser pas mal d'architectes urbanistes de la salle. Quelle est l'importance de l'inclusion dans la réflexion des grands projets? Je parle des grands projets d'aménagement urbain et quels sont, à votre avis, les réflexes dont les équipes de maîtrise d'œuvre doivent s'emparer dans leur conception aujourd'hui? Alors sur ce sujet, il faut reconnaître que même si on pourrait dire c'est vieux comme le monde, les femmes dans l'espace public, c'est quand même assez récent de se préoccuper, d'aborder le problème sous cet angle-là, tel qu'on vient de le décrire. Et je pense qu'on a encore beaucoup à progresser les uns et les autres. Parce que certes, c'est dans nos préoccupations, mais je pense qu'il faut qu'on gagne en savoir-faire. Voilà. Une fois qu'on a l'intention de dire « nous avons le devoir de faire des espaces inclusifs pour les femmes, quelle que soit leur génération, leur mobilité, etc. » D'ailleurs, l'espace public, il doit être inclusif pour tous au sens large, hein, toute génération, problème de mobilité. On donne ces grands principes-là. Je pense qu'après, il y a des questions de manière d'appréhender les espaces qui sont, pour lesquels on a tous encore à progresser. Alors, dans la charte des espaces publics qu'on est en train d'élaborer pour revoir un peu la manière dont nous concevons et dont nous aménageons les espaces publics dans la métropole, on a fait tout un travail là depuis plusieurs mois, un travail très, très partenarial pour intégrer les nouveaux enjeux de l'espace public, que ce soit ceux de la transition écologique, mais de l'inclusion au sens large. La question des femmes est présente. Et donc, il nous semble important de poser dans les grands principes à la fois la question de l'accessibilité de toutes et tous, donc de toutes les femmes, tous les âges, etc., et question de mobilité, et de favoriser la mixité des publics, la diversité des usages. Et ça, cette question de la diversité des usages, effectivement, quand on voit un certain nombre d'aménagements d'espaces publics qu'on a réalisés au cours des dernières années, on voit bien qu'on a un peu genré, sans doute involontairement, plutôt les activités, je pense aux activités physiques, aux activités sportives, on a plutôt genré, sans le vouloir, de fait, à des activités masculines. Donc la prise en compte d'une multiplicité d'usages possibles pour les femmes, et quels que soient les âges, parce qu'on a aussi l'objectif de faire la ville à hauteur d'enfant. Donc la ville à hauteur d'enfant, ça a été dit tout à l'heure, c'est les cours d'école, etc., non genrés. Mais dans l'espace public, cette question de l'enfant, fille et garçon, et puis jeunes, adolescentes, adolescents, hein, sur les activités sportives notamment, c'est quelque chose sur lesquels il faut qu'on améliore nos préoccupations et nos aménagements. Alors ça passe
ça passe par des compétences sans doute à étoffer dans nos équipes de maîtrise d'œuvre. Et d'ailleurs, on commence à le faire. On a une opération pilote à Vénissieux où on met cette thématique en avant de requalification d'un espace public qu'il faut reprendre parce qu'il a été assez récent, mais pour diverses raisons techniques, il faut le reprendre. On a mis en avant cette thématique. Ça tombe bien, en plus, la maire de Vénissieux, c'est notre vice-présidente à l'égalité femmes-hommes à la métropole, donc elle a tout de suite été d'accord. Donc, ça passe par, effectivement, avoir dans l'équipe de maîtrise d'œuvre des compétences spécifiques sur cette thématique-là pour poser un diagnostic un peu fin avec de l'observation, de la discussion sur les pratiques actuelles de l'espace public par les femmes, quel que soit leur âge, leur catégorie, etc. Donc un diagnostic, une observation des pratiques, une première étape, des échanges forcément avec les femmes qui pratiquent ces espaces publics pour identifier leurs attentes, leurs ressentis, leurs besoins, leurs envies, de la co-conception sur justement l'aménagement à redéfinir pour bien prendre en compte ces attentes-là, et sans doute une attention particulière à des mobiliers qui permettent les usages dont les femmes ont envie ou les usages qu'on ne sait pas encore définir, mais qui permettront justement cette diversité des usages. En tout cas, c'est ce qu'on fait à Vénissieux avec un cabinet spécialisé sur cette approche-là, ce qu'on a fait aussi à Place Grand Clément à Villeurbanne. Donc voilà, c'est ce type de démarche nouvelle qui passe par un diagnostic posé au départ et des réunions de femmes aussi sur les attentes des femmes. Voilà. Et pour en avoir vécu quelques-unes comme ça, on n'a pas exclu les hommes qui s'étaient présentés, mais voilà, d'eux-mêmes, ils se mettent un peu en retrait de l'expression. Alors, le Citral a mis, on l'a dit, en œuvre des parcours exploratoires et a entrepris une politique de sécurisation des femmes dans leurs usages des lignes de métro, tram, bus. Ce qui est assez nouveau d'ailleurs, parce que moi je me souviens quand j'ai fait le projet de la station de métro qui se trouve juste là, Hôtel de Ville, le cahier des charges était totalement dénué de ces questions-là. On parlait de flux, on parlait de... C'était il y a longtemps. Mais c'était il y a quelques temps déjà. Et alors, donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui a porté en fait cette dynamique-là? Quel dispositif vous avez mis en place concrètement? Et est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience sur ce qui a été mis en place? Alors en effet, ça fait maintenant quelques temps que le Citral a lancé les marches exploratoires pour justement discuter avec des femmes utilisatrices des transports en commun et du coup un peu au-delà, parce qu'il faut bien arriver aux stations de transport en commun. Donc l'intérêt, c'est d'aller dans les accès aux stations de transport en commun. Donc ces marches exploratoires ont pour but d'une part d'abord de recruter des ambassadrices. Il a fallu trouver des femmes volontaires et ça, voilà, c'est pas si simple. Ensuite, de réaliser les marches sur des périmètres un peu élargis autour d'un certain nombre de lignes, des marches effectuées le jour, la nuit, pour explorer à la fois les stations, les arrêts de bus, les abords, l'environnement immédiat des lignes, d'avoir des trajets dans les lignes par ces ambassadrices accompagnées d'experts de la mobilité et de la sécurité, et ces ambassadrices notant avec les experts un peu tous les dysfonctionnements ou toutes les attentes ou tous les problèmes qu'elles peuvent noter dans l'itinéraire pour aboutir à un diagnostic partagé et ensuite faire des propositions sur ce qu'on peut améliorer. Je vous dis que ce soit dans la station, mais aussi aux abords de la station. Et d'ailleurs, ce qu'il ressort, c'est que c'est pas tant dans le bus en lui-même, même s'il peut y avoir des difficultés et il y a eu des actions de fait pour l'améliorer, que dans les accès immédiats. Donc, dans les solutions concrètes qui ont été mises en œuvre,
autour de la sécurité et du confort. Il y a l'enjeu d'avoir des bus plus récents, mieux éclairés, plus confortables, bien accessibles. Des panneaux d'affichage dynamique qui informent des temps d'attente, etc. Parce que c'est vrai que la question de la durée de l'attente dans un endroit plus ou moins agréable joue sur le sentiment de sécurité, la question de l'éclairage, de la vidéoprotection, mais aussi la question des agents, de la mobilisation d'agents et de médiateurs en soirée pour rassurer les voyageurs, accompagner les personnels, pour aussi, parce que la présence humaine est de nature à rassurer. Alors, il y a eu l'arrêt à la demande à partir de 22h pour des personnes seules. Ça ne concerne pas que les femmes, ça, même si c'était pour répondre à une éventuelle inquiétude des femmes. En tout cas, c'est possible pour toutes les personnes seules. Les lignes de bus peuvent être arrêtées à la demande. Les chauffeurs sont formés et s'arrêtent à la demande à partir de 22h. Et voilà, il y a eu de la formation des conducteurs sur ces questions de sensibilisation à la sécurité des voyageurs et des voyageuses, et justement avec cette attention particulière au public féminin. Et puis, du point de vue de l'aménagement urbain, des aménagements pour améliorer les cheminements qui conduisent aux arrêts, avec la question de l'éclairage, de l'environnement plus rassurant. Voilà, des choses comme ça. Et puis, plus globalement, il y a une campagne... Ce n'est pas lié aux marches exploratoires, mais c'est quand même dans la même veine. La campagne que vous avez tous vue sans doute, de lutte, enfin de cette approche globale de lutte contre le harcèlement sexiste. Donc on a refait une campagne ces derniers temps dans le métro. Harcèlement sexiste, tout le réseau dit stop. Où il y a même des messages sonores dans les lignes de bus ou de métro qui disent si vous êtes victime ou témoin d'un acte de harcèlement ou de violence vis-à-vis des femmes, il y a une application que vous pouvez consulter. Et puis ensuite, il y a un accompagnement pour les femmes notamment victimes. Ce n'est pas pour une réaction à chaud, même s'il peut y avoir évidemment une réaction du conducteur ou de médiateur s'il est dans le bus, mais pour après accompagner une femme victime de harcèlement ou de violence dans une démarche, y compris de plainte, etc. Il y a tout un accompagnement de ce type-là qui est mis en place. Donc on va au-delà des marches exploratoires, mais on est vraiment dans une approche globale pour rassurer et faire que les transports en commun pour les femmes soient à la fois confortables et sûrs. Un retour d'expérience positif alors? Écoutez, tout ce que je vous dis là, effectivement, ça va plutôt dans le bon sens. Après, je n'ai pas de chiffres précis sur sur l'évaluation, mais ça fait partie effectivement des choses qui sont à mettre en place, le suivi et l'évaluation. Merci. François de Coster, donc vous êtes urbaniste et cofondateur de l'AUC Grand Prix d'urbanisme 2021. L'agence a souvent travaillé et étudié des aménagements urbains autour des gares, comme à la Part-Dieu, mais également à l'étranger. Donc comment cette question de l'inclusion influe sur votre travail, et que ce soit en France, mais aussi ce qui peut nous intéresser, c'est votre expérience aussi à l'international, puisqu'on sait que ces questions peuvent être diversement appréhendées, notamment en Europe. Donc comment vous pouvez nous parler de cette pratique au quotidien ? Bonsoir. Modestement, il faut quand même que j'avoue que je ne suis pas un spécialiste universitaire de ces questions. Il y a beaucoup de travaux, ces questions-là, elles renvoient à des enjeux culturels, à des enjeux de société aussi. Donc moi, j'agis un peu en essayant d'utiliser mon bon sens d'architecte et d'urbaniste et d'essayer de faire l'espace public pour tout le monde, c'est-à-dire aussi pour personne en fait. Les quartiers de gare, c'est vrai que c'est très particulier, parce que c'est des portes d'entrée, c'est des lieux où beaucoup de différentes personnes se croisent.
Il y a des gens qui s'y installent aussi, qui arrivent par là, et puis ils restent. Il y a donc des sortes de stagnation. Il y a des phénomènes parfois un peu inquiétants. Ça peut être des lieux de trafic, les quartiers de gare. Ça peut être des lieux un peu comme ça, interlopes. Ça peut être des lieux aussi très beaux, parce que voilà, il y a le voyage, le déplacement, l'échange. Et souvent, c'est des quartiers qui... Enfin, je dirais, depuis qu'en France, on a un peu redéveloppé les tramways, tout ça. Enfin, il y a un côté très technique qui a un peu peut-être pris le dessus sur d'autres questions. Et je pense que dans les choses à réapprendre, c'est peut-être comment est-ce qu'on réfléchit espace public avant de penser quartier de gare ou avant de penser pôle d'échange. C'est un peu ce qu'on essaye de faire à la Pardieu, même si on n'est pas là pour parler que de la Pardieu, mais je pense que c'est comme un exemple proche, et voilà. Et donc on a essayé de penser la transformation de ce quartier comme un quartier avant d'être un quartier de gare, avant d'être un quartier d'affaires, un quartier tout simplement dans toutes ses dimensions, avec du logement, de l'habitat, donc cette mixité de fonctions, cette diversité. Je reviendrai peut-être un peu là-dessus après. Juste deux petites réflexions. Quand on m'a posé cette question, j'ai repensé à un voyage que j'avais fait à Mexico, qui est une ville qui peut être un peu inquiétante parfois quand on ne la connaît pas. Et en fait, à Mexico, ils ont un système de bus à haut niveau de service, très efficace, avec des stations dans lesquelles on rentre, donc on valide son billet. Enfin, c'est pour gérer l'efficacité du transport. En même temps, ça permet un peu de trier les gens à l'entrée de la station. Et puis après, il y a ces bus, c'est des bus articulés avec 2-3 voitures. Il y a des voitures réservées aux femmes, autrement dit interdites aux hommes. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une réponse sécuritaire à un problème visiblement qui devait être quand même assez important pour faire que les femmes soient tranquilles en fait. Donc en gros, on interdit aux hommes d'y aller, comme ça, elles sont tranquilles. C'est pas trop ça qu'on aurait envie de faire. Mais bon, il faut savoir que parfois, ces questions-là, c'est un passage obligé. Ça peut être finalement. un passage obligé. Alors, je sais pas si, une transition. Je ne sais pas si à Mexico, les choses, de ce point de vue-là, se sont améliorées ou pas. Mais je dois dire, enfin un peu bêtement, hein, mais c'est presque rassurant aussi pour d'autres personnes, en fait, ces systèmes sécuritaires. C'est-à-dire que parfois, il n'y a pas que les femmes qui peuvent être inquiètes ou qui peuvent se sentir menacées. Dans l'espace public, je pense, on parlait des personnes âgées, on peut parler des enfants, des adolescents, on peut parler des gens un peu différents. Enfin, tout ça, c'est voilà. L'espace public, il a parfois un caractère un peu menaçant puisqu'il est à tout le monde et à personne. Et il peut s'y passer un petit peu tout. Voilà. Après, une autre expérience, c'est plutôt Tokyo. Alors à Tokyo, je sais qu'au Japon, il y a eu pas mal aussi de problèmes dans les transports, d'hommes qui embêtent des femmes ou parfois avec des trucs assez pervers, du style les selfies, les photos, des choses comme ça un peu étranges. En même temps, à Tokyo, ce qui m'a frappé, c'est la porosité entre la ville et le lieu du transport, en fait. Donc le quartier de la gare, il rentre dans la gare elle se répand dans le quartier, et finalement les lieux de transport c'est des lieux d'échange, de flux, mais au bord de ces flux il se passe énormément de choses, donc on a toute une activité, il y a un mélange entre le commerce et la gare, ça c'est lié aussi au modèle économique de le développement des transports au Japon, où c'est très lié entre les centres commerciaux, les gares. Et la porosité entre les deux est très forte. Donc les gares sont un peu des centres commerciaux dans lesquels on va trouver à la fois évidemment une efficacité de flux et des tas de gens qui se croisent et voilà, avec une forme de politesse japonaise quand même en général, on se touche pas trop, quoi. On fait attention on a la bulle, quoi. Enfin, même s'il y a énormément de flux. Donc ça c'est très culturel.
Mais en même temps, dans la ville, ça fabrique des lieux où il y a énormément d'activités. On est toujours dans un endroit où il y a des lieux de pause, des cafés, donc ces quartiers de gare, c'est des quartiers de ville en fait, dans lesquels il se passe énormément de choses. Donc je pense que cette question un peu de l'animation urbaine et de le fait que le transport et la ville se fondent un peu dans une sorte de continuum un peu normal, je pense que ça peut vraiment jouer aussi en faveur de lieux très inclusifs, finalement. Même si on a des foules assez énormes. Après, moi, j'avais retenu un peu 3 idées. Peut-être qu'on a essayé de mettre en œuvre un peu à la Pardieu, et qui peut-être peuvent aller dans le sens de faire un peu différemment les espaces publics. Je parlais du côté très technique des pôles d'échange. Mais en gros, dans l'espace public, parfois on en fait peut-être un petit peu trop, et j'ai l'impression que c'est intéressant peut-être de réfléchir à déspécialiser un petit peu les choses. Peut-être éviter de suréquiper, éviter de surdéterminer les espaces. Peut-être se dire l'espace public, c'est un espace qui doit être un petit peu, qui doit avoir une certaine neutralité, pour que finalement tout le monde s'y sente bien, tout le monde puisse s'approprier cet espace public. Et qu'il soit fait effectivement pour tout le monde et pas pour certaines catégories d'usagers. Alors c'est sûr, parfois on a envie de mettre un programme, on a envie de mettre une aire de jeu, on a envie de mettre... Mais ça peut se faire peut-être de manière qui ne soit pas trop marquée, pas trop spécialisée, pas trop cloisonnée. Je trouve dans beaucoup d'aménagements d'espaces publics, de plus en plus, je pense dans les 30 dernières années, il y avait une époque où l'espace public c'était un truc assez basique, assez normal, des bordures, des trottoirs, il y avait très peu de mobilier urbain, très peu d'objets. Quand on voit des photos d'espace public des années 60 dans les villes, il y a une sorte de... c'est fluide, il n'y a pas des panneaux partout, et on a surajouté, on a cloisonné, un peu maintenant tout le monde est un peu dans sa petite file, dans son petit espace spécialisé. Et je trouve que ça contribue un peu à mettre les usagers les uns contre les autres, d'une certaine manière. Alors ça ne parle pas spécialement des femmes, hein, mais je pense, par exemple, c'est super de faire des pistes cyclables, mais par exemple, pour les piétons, parfois traverser la piste cyclable, ça devient un vrai challenge. Donc en gros, plus on spécialise, plus alors c'est pas que sur la question du genre, mais plus on exclut finalement, et moins l'espace devient inclusif. Donc j'aurais tendance à essayer de militer, même si c'est un peu abstrait comme ça dans l'idée, mais pour un espace assez neutre et assez qui finalement est appropriable par tout le monde. La deuxième idée, c'est un peu qui va un peu dans ce sens-là, c'est je pense une forme de transparence ou de lisibilité. Donc ça rejoint totalement la question des marches exploratoires et des diagnostics. Et c'est de se dire que la signalétique c'est important, la lisibilité de l'espace c'est important, la fluidité de l'espace c'est important, que peut-être voilà, et du coup ça peut permettre de travailler, y compris dans des détails assez simples de l'espace public, une manière de faire les choses qui soit un peu douce, fluide, dans lequel les gens arrivent à se croiser sans heurts en fait finalement. Ça peut amener à un principe qu'on a essayé vraiment de travailler et puis qu'on a réaffirmé au cours du temps dans ce quartier de la Pardieu, c'était l'idée de desserrer le pôle d'échange. Spontanément, on a une gare, tout le monde, Citral, Keolis, tous nos amis qui opèrent les transports, tout le monde a envie d'avoir son arrêt devant la gare. Tout le monde a envie d'avoir ça au même endroit. Et quand on fait ça, on congestionne tellement les choses que finalement, il n'y a plus de place pour autre chose que des flux, des gens pressés qui se bousculent, et tout ça. Voilà. Donc l'idée de desserrer, donc on a essayé de dégager le devant de la gare. Enfin, pour l'instant, désolé, c'est un peu... ça se voit pas encore. Ça se voit pas encore. Mais le projet à terme, si vous allez à la SPL Lyon-Pardieu, vous pourrez voir la maquette et des images. L'idée, c'est de dégager complètement cet espace devant la gare pour que finalement les transports, tramways, bus s'organisent un peu de manière desserrée, y compris un peu éloignée, en disant que quand on est usager du transport, on est toujours forcément à un moment piéton.
et que finalement cette expérience de piéton, elle est très importante. Et ça amène ce desserrement aussi à une troisième notion ou idée que je voulais un peu poser dans le débat là, c'est la question de l'urbanité en fait. C'est-à-dire si on arrive à fabriquer des lieux urbains, finalement ils seront peut-être inclusifs. C'est là où ça renvoie à la question culturelle et à la question sociale ou sociétale. Donc à la Pardieu, on a posé cette idée des socles actifs. Avant, si vous vous souvenez, on passait son temps un peu à longer des murs aveugles, de parking, des choses comme ça. C'est un peu glauque, ça crée des parcours pas rassurants pour personne. Des recoins, voilà, des lieux sales, mal entretenus. Si on donne tout d'un coup une activité à ces rez-de-chaussée, quelle qu'elle soit, pas forcément commerciale, hein, on réfléchit dans d'autres projets à des activités artisanales, enfin d'autres choses, qu'il y a une vie de la rue. Cette vie de la rue, elle peut favoriser une forme d'inclusivité, parce que finalement, on n'est pas tout seul, on est dans une ville qui vit avec d'autres personnes, on fait société, quoi. Donc voilà un peu les trois notions, la déspécialisée, la transparence et la lisibilité, et puis l'urbanité et tous les services que ça peut apporter, parce qu'après, je pense que dans cette question, alors si on part sur la question du genre, dans les discussions qu'on avait au moment du jury, il y a des choses très simples, un peu évidentes qui ressortent. Par exemple, est-ce qu'on met des toilettes dans l'espace public ? Voilà, des choses comme ça, qui après, derrière, posent des questions de politique publique, parfois qui ont l'air insurmontables, mais ça veut dire qu'il faut s'organiser et puis voilà, et donner cette urbanité, ce service dans l'espace public pour qu'il soit agréable et ouvert à tout le monde. Voilà. On va rester à la Pardieu. Édouard Pernaut, vous êtes architecte urbaniste de l'agence Sud Architecte et vous avez justement conçu un pôle d'échange multimodal place Béraudier à la Pardieu. Et bon, c'est encore un chantier à l'heure actuelle, mais comment avez-vous justement introduit concrètement des solutions favorables à l'inclusion sur ce site précisément? Et si vous pouvez nous apporter un regard sur le prisme du genre. Alors, on a commencé à travailler sur le projet il y a 11 ans maintenant, en échangeant avec François. À l'époque, l'AUC mettait en place les grands principes du projet urbain et en particulier celui de la gare ouverte. Et l'objectif était donc de doubler la capacité de la gare, d'avoir des espaces publics qui soient plus généreux, plus grands, que l'espace devant la gare soit dédié avant tout aux piétons, au transport en commun et au mode doux. Évidemment, cette métamorphose et cette augmentation de tous les programmes amenait la question de où mettre ces équipements, tout en étant en capacité de laisser un espace public très généreux devant la gare. La solution qui a été trouvée, c'est donc d'aller chercher sous la place Béraudier pour aller dans un lien entre la gare et le métro, trouver des espaces pour implanter la vélostation, la station de taxi, mais aussi des logistiques et des équipements mutualisés. Donc ce projet, il nous a plongé il y a 11 ans aussi dans ces questions de mobilité, dans lequel il était intéressant, on voyait sur l'image juste avant, ce secteur, la première image. En fait, ce qui était intéressant encore avant, c'était de se dire que dans ce secteur, on trouve tous les moyens de déplacement terrestres qui existent, depuis la poussette jusqu'au TGV. Et finalement, ça engage quand même une certaine responsabilité, mais il y a aussi beaucoup de moyens individuels qui sont utilisés, j'entends par là les vélos, les trottinettes, et qu'il faut pouvoir, quand on arrive dans une gare, stationner son vélo, le ranger, le mettre dans un lieu sécurisé. Donc c'est tous ces enjeux qui étaient importants d'intégrer pour pouvoir vraiment assurer cette intermodalité. C'était aussi à l'époque des débats déjà sur la façon d'anticiper un peu les futurs modes de déplacement. À l'époque, les monoroues qu'on peut voir passer depuis quelques temps, c'était juste des prototypes, on rigolait en voyant ça expérimenté, et finalement il y en a qui roulent aujourd'hui. Les trottinettes électriques n'avaient pas encore envahi nos rues, et finalement c'était intéressant de se rendre compte qu'il fallait pouvoir créer des espaces qui puissent accueillir tous ces nouveaux
tous ces nouveaux systèmes de déplacement. On avait même poussé la réflexion jusqu'à s'interroger un peu sur l'avenir des voitures autonomes et de voir dans quelle mesure ces véhicules allaient peut-être changer l'espace public et voir les villes elles-mêmes. Donc voilà, c'était un peu cette ambition d'essayer de se projeter un peu plus loin, de manière à pouvoir accueillir des mobilités pour tous, mais des mobilités qui soient surtout actives et décarbonées. Donc comme l'a introduit François, le projet urbain a amené cette idée d'espace ouvert, qui permettent de voir où on va, qui permettent même, comme on le voit dans cette image, de voir les trains. Il y avait vraiment l'ambition aussi de créer des espaces qui soient aux dimensions un peu des flux conséquents qui vont passer ici. Il s'agit de créer des lieux accessibles pour tous, de la poussette, des PMR, mais aussi évidemment les voyageurs avec tout leur bagage. Donc il fallait pouvoir donner cette lisibilité et créer un espace public où on évite toutes ces émergences qui apparaissent dès qu'on se met à construire en dessous. Et par en dessous, je veux dire tous les programmes que j'ai cités, mais aussi plusieurs niveaux de parking qui sont venus s'installer. Donc c'était tout un challenge aussi pour échanger avec les différentes opérations pour réussir à ne pas avoir d'émergence en surface. En tout cas, on a réussi à n'en avoir que 2. Et on est assez fiers du résultat. Donc tout cet espace, il s'agissait, comme l'a introduit François aussi, de l'animer. Là, le travail des socles actifs, on a essayé, nous, dans notre réflexion sur les espaces bas, d'emmener le socle actif pour avoir des espaces qui soient les plus lisibles, les plus continus, des espaces qui évitent les recoins, de manière à ce que toujours il y ait une capacité de se repérer qui soit toujours optimale. Et pour cela aussi d'avoir des dimensions qui soient vraiment conséquentes. On voit ces dimensions qui font plus de 36 mètres carrés de diamètre pour chacune des trémies. Il y en a une qui accueille un auvent qui permet de faire un lien fort entre le dessus et le dessous. C'est aussi un signal urbain qui permet de matérialiser la présence de la place basse. Et tout l'enjeu, il était aussi dans ce rapport dessus-dessous, voilà, de permettre de ne pas se sentir dans un contrebas, et donc de donner autant possible de la transparence et du lien avec ce jeu aussi de reflets sur la sous-face du auvent qui fonctionne aussi bien de jour que de nuit. Après, la signalétique, évidemment, participe de tout ce dispositif. Voilà, l'objectif, c'était vraiment pour nous de faire des espaces qui soient accessibles à tous et qui soient le plus possible animés et confortables. Excusez-moi, merci. Je ne traîne pas trop, je continue. On va rester sur la slide d'avant, s'il te plaît. La place basse, je vais essayer d'aller assez vite. Mais voilà, on a développé un projet dans lequel les dimensions sont généreuses, les façades font toute la hauteur, elles se déroulent tout autour. On a vraiment boosté l'idée du socle actif. Le plafond lui-même participe de ce lien. Et on a eu aussi ces dernières années plusieurs fois eu l'occasion d'avoir des débats sur les usages de la place basse. C'est vrai que l'objectif était de pouvoir l'animer tout en s'interrogeant sur le fait de ne pas en faire un lieu trop austère, voire même un lieu dédié au col blanc, comme on a pu nous le faire remarquer. Donc il nous arrivait, avec la SPL et François, de nous réinterroger sur la façon de créer des animations, peut-être de permettre l'implantation de petits points de vente qui viennent s'installer, de moments peut-être de démonstration. On a même envisagé des équipements ludiques. Et en fait, dans notre discussion, on s'est rendu compte que le risque était avant tout de tomber un peu dans les codes du centre commercial. Alors qu'en réalité, l'objectif n'était pas du tout celui-là, et que le risque un peu de rentrer dans ces codes, c'est aussi d'aller toujours vers leur surplus de communication et de sollicitation. Donc voilà, on a cherché à faire donc un espace qui permette la neutralité dont tu parlais, et qui permette avant tout de garder cette lisibilité et le calme dans un lieu qui, en réalité, va avoir un flux colossal et où il y aura d'ores et déjà une agitation très importante. Donc voilà, des lieux qui soient vraiment confortables, sans distinction d'âge ou même de raison d'usage. La vélostation, je vais en parler très rapidement, c'est quand même un lieu qui est sous la place, on y accède par une grande rampe vélo. Et là, on a une vélostation qui est sur 2 niveaux avec une mezzanine qui s'étend au milieu. Et là, l'objectif, ça a été de faire un lieu qui permette
voilà, de ne pas se sentir dans un espace en dessous, mais bien dans un lieu qui a sa générosité, qui donne envie d'y aller, qui permet de ranger son vélo en toute sécurité, ou sa trottinette, ou même son casque, ou sa batterie. Et pour cela, on a travaillé pour que de chaque côté, il y ait des espaces ouverts sur l'extérieur. On voit un patio végétalisé au bout. On tourne le dos à l'ouverture sur la gélule et sa jardinière. On s'est battu pour avoir cette grande façade vitrée avec la station de taxi. Et c'est ça qui permet aussi de dilater l'espace et d'avoir encore plus d'échanges et de mouvements et une animation quasiment constante. À l'autre côté, on a tout un mur en dôme-ballon rétroéclairé qui occupe toute sa hauteur. Voilà, on a essayé que de chaque côté, il y ait un sentiment d'espace et de lumière importante. Donc voir, être vu, créer de la transparence, des champs profonds, c'est un petit peu le secret d'une ville qu'on partage, voilà, sans trop de frontières. Mettre à l'aise et créer des endroits qui donnent envie d'y aller et de se sentir en sécurité. Merci. Alors, on ne sait pas si vous avez prévu des toilettes publiques, mais c'est une question à poser. Et justement, donc Florence Delaunay, je sentais que vous vouliez réagir sur le sujet. Donc vous êtes adjointe à la mairie de Lyon en charge notamment de l'égalité et des droits. Donc la ville de Lyon est la première collectivité en France à avoir obtenu le label diversité en décembre 2010. Elle est fortement engagée dans la lutte contre les discriminations, en particulier pour la promotion des droits des femmes et l'égalité femmes-hommes. Donc comment justement, quels sont vos axes de réflexion sur le sujet pour une meilleure prise en compte des femmes dans l'espace public ? Je crois que je vais essayer d'être concrète là et peut-être un peu rapide aussi. Alors, deux éléments sur lesquels je vais peut-être insister. Dans un premier temps, et on en a parlé un petit peu, c'est vraiment toute cette thématique de la co-surveillance. Cette thématique de la co-surveillance, c'est justement ce qui permet d'éviter, vous l'avez aussi cité tout à l'heure, les recoins, les endroits dans lesquels on va se sentir isolé. On dit souvent que lorsque, sur l'espace public, les femmes le traversent, les hommes y habitent. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes, l'expérience de l'espace public, c'est d'abord une expérience dans laquelle on apprend à marcher vite et à désigner clairement qu'on sait où on va. D'où l'importance d'une signalétique efficace aussi, parce que ce qu'on ressent aussi, c'est cette vulnérabilité que fait de nous le fait de se trouver dans un endroit d'une ville et de ne pas savoir dans quelle direction on doit aller. Ça, c'est ce que les marches exploratoires nous expliquent. Donc, une ville simple, une ville dans laquelle on peut se déplacer en sachant où on va, à pied, à vélo, de façon claire et limpide. Un point important, c'est vraiment ce point de la co-surveillance, parce que c'est justement cette co-surveillance qui va faire qu'on va se sentir en confiance. Et ma collègue Sophia a parlé tout à l'heure du dispositif Angela, qui fait qu'on va de plus en plus dans Lyon pouvoir trouver des lieux refuges, cafés, bars, restaurants, dans lesquels on pourra demander de l'aide si on le souhaite. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le fait de concevoir des espaces dans lesquels on va se sentir en sécurité parce qu'on sait que on est vu et on peut voir. Voilà, c'est vraiment cette notion de co-surveillance. Et puis ensuite aussi, pour donner des exemples concrets et précis de place des femmes dans l'espace public, ce que j'explique toujours là, c'est que donc on a des rues qui sont nommées. La plupart du temps, elles ont des noms de personnes auxquelles l'histoire a voulu rendre hommage, et que en France, c'est seulement 6 à 7% des noms de rues qui concernent des noms de femmes. C'est une majorité écrasante avec laquelle on essaye de travailler. À Lyon, les choses ont déjà un peu progressé, donc on est plutôt à 13%, mais bon, on est encore loin d'une parité. Et par exemple, moi qui suis aussi en charge des questions de mémoire, on reçoit de nombreux courriers d'habitants de la ville qui nous disent « je voudrais qu'il y ait une rue au nom de telle ou telle personne ». 95 courriers sur 100 nous demandent de nommer une rue en hommage à un homme. C'est rarissime qu'il y ait une demande pour qu'une rue soit faite en hommage à une femme. Donc, il y a effectivement tout ce travail qui consiste à dire on va essayer de rééquilibrer, on va essayer au maximum de mettre en lumière le rôle des femmes sur un territoire, dans un endroit. Un autre exemple aussi, c'est par exemple notre musée des Beaux-Arts. Notre musée des Beaux-Arts, on a une grosse dizaine de milliers d'artistes
et à peu près 1500 artistes femmes qui sont exposées dedans. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui dans l'histoire de l'art que des femmes peintres, il y en a eu beaucoup, et à partir de la Renaissance, on a vraiment des traces et des documents. Donc c'est extrêmement important d'avoir des politiques volontaristes aussi, et extrêmement important de renouveler le regard qu'on a. Et puis enfin, dernier point, c'est important aussi d'interroger tout ce qu'on considère comme étant neutre. Et par exemple, on se dit, un trottoir, c'est neutre. Un trottoir, c'est fait pour tout le monde peut y aller, les hommes, les femmes, c'est neutre. Une route, c'est neutre, n'importe qui peut aller dessus. Et en fait, ce qui est vraiment très très important, c'est de faire un petit pas en arrière et de se dire, mais est-ce que la neutralité, elle est réelle, elle existe? Je vais vous donner un exemple, c'est les parcs publics de la ville de Lyon, les jardins publics. A priori, un jardin public, ça a l'air complètement neutre. C'est fait pour tout le monde, les femmes, les hommes, tout le monde peut y aller. Sauf que, en fait, votre jardin public, suivant les horaires d'ouverture que vous allez lui donner, suivant l'éclairage que vous allez lui donner, suivant la façon dont vous allez le nettoyer, le rendre propre, eh bien, il sera plus ou moins utilisé par des hommes ou par des femmes ou par telle ou telle catégorie de population. Et ce qui est important aussi, et j'en terminerai par là, c'est de regarder les horaires. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur l'espace public, c'est pas seulement de compter hommes-femmes, c'est aussi de regarder ce qui se passe au niveau des horaires. Et donc il y a eu un exemple qui a été vraiment mis en lumière à Bordeaux, sur lequel a été étudiée la façon dont les Bordelais utilisent les aménagements cyclables. Et donc l'étude a montré que, bien sûr, il y avait plus d'hommes qui utilisaient les aménagements cyclables que de femmes. Et ensuite, l'analyse est allée un petit peu plus loin et a regardé les horaires. Et là, on s'est aperçu qu'aux horaires de loisirs, le dimanche, il y avait encore plus d'hommes sur des vélos. Et aux horaires d'activités domestiques, c'est-à-dire sorties d'école, il y avait plus de femmes sur les vélos. Et puis ensuite, l'étude, c'est Yves Rebaud qui l'a faite, elle s'est même intéressée aux accessoires des vélos. Et donc les vélos neutres, enfin les vélos tout nus, quoi, sans porte-bagages, sans rien, étaient beaucoup utilisés par des hommes. Et quand on allait regarder les vélos qui étaient majoritairement utilisés par des femmes, et ben là on trouvait un porte-bagages, un porte-bébé, de quoi transporter des courses et des enfants. Donc en fait, dans l'espace public, ça sera ma conclusion. Comme dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que rien n'est neutre. Tout a été pensé pour une certaine façon d'utiliser la ville, une certaine façon d'utiliser la ville plutôt productiviste. Les villes, on les a aussi beaucoup conçues comme des rues, des tubes dans lesquels il fallait faire passer un maximum de flux. Voilà. Et en réfléchissant à ces flux, on a oublié de regarder qu'en fait ces flux étaient composés de personnes, d'hommes et de femmes, avec des pratiques qui pouvaient être différentes. Merci. On a quelques minutes quand même pour prendre des questions dans la salle, avec des micros qui se promènent. Peu de questions. Alors, peut-être une question qui va nous permettre une transition avec la remise des prix du concours. Vous nous avez fait la grande amitié d'être membre du jury. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce concours qui a été organisé avec des jeunes étudiants, voire des jeunes diplômés de moins de 3 ans, en tout cas des gens de moins de 30 ans, à travers les réponses que vous avez pu étudier? J'ai posé la question à notre jury favori. Qui veut se lancer? Ouais, je vais y aller parce que déjà moi je ne suis pas architecte, donc je me sens assez à l'aise vis-à-vis du sujet. Moi ce que j'ai ressenti, c'est que donc ces étudiants-là, on leur avait quand même posé une vraie colle. Voilà. La colle, c'était que déjà il y avait un secteur qui était extrêmement complexe, un patrimonial avec une gare, avec des flux, avec un tas de choses, et qu'en plus on leur avait quand même demandé d'analyser ça au regard du genre. Aujourd'hui, quand on prend le mot genre, ça fait un peu chiffon rouge tout de suite. Il y a vraiment ça fait ouvrir des grands yeux. Et puis, donc, on leur a demandé de travailler, on va dire, avec un univers conceptuel qui est en pleine évolution, qui est complètement neuf,
pour lequel, certes, il y a des travaux universitaires, mais qui sont aujourd'hui mouvants dans une dynamique. Et donc, voilà, moi, ce qui m'a vraiment fascinée, c'est la façon dont ces jeunes avaient réussi à articuler la réalité d'un espace et puis une thématique de sciences humaines complexe et en mutation. Une autre réaction? Non? Bien écoutez, peut-être Madame Vessillier. Alors, elle n'est pas là, notre experte du genre dans l'espace public, là, qui était dans le jury, Camille. Elle n'est pas là ce soir. Non, elle n'est pas là ce soir. Parce qu'on n'était quand même pas tous d'accord, pas toutes et tous d'accord. Exactement. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait faire un diagnostic, regarder cette approche d'utilisation des usages, d'utilisation des espaces. Camille, elle nous a un peu secoué sur le fait qu'on était en train de choisir des projets qui n'avaient pas du tout regardé qui n'avaient pas du tout fait le diagnostic. Et on était un peu dans le paradoxe de, en effet, avoir un projet où il y avait un diagnostic très important d'usage de l'espace public, mais où, du point de vue de la proposition derrière, on n'en faisait pas quelque chose de discriminant sur cette question-là, par rapport à d'autres projets qui n'avaient peut-être pas fait le diagnostic, mais qui étaient peut-être plus intéressants sur soit une neutralité, soit une non-spécialisation. Bon, donc c'était un exercice pas facile pour nous non plus. Hein. Mais merci évidemment, beaucoup. Surtout pour les étudiantes et les étudiants. Merci à nos 4 invités. Merci beaucoup. Merci Anne et Emmanuel. Je vous invite à retrouver votre place. Arrive donc maintenant un moment que vous attendez toutes et tous, et notamment nos étudiants et jeunes diplômés qui sont ici présents. Je vais inviter tout de suite 2 autres membres du comité d'organisation, Paola Chiarolini et Özlem Lamontreberg, à nous rejoindre pour nous expliquer le sujet du concours. Merci Florence. Bonsoir à toutes et à tous. Notre concours a pour l'objectif d'encourager les étudiants et les jeunes diplômés à prendre en compte l'inclusion, le sujet du genre et de l'intégration de toutes et tous dans la conception d'un espace public, et ainsi de participer à la fabrication d'une ville ensemble, femmes et hommes, une ville attractive et égalitaire. Nous avons reçu 68 équipes inscrites, majoritairement pluridisciplinaires, des étudiants de l'école d'architecture, de paysage et d'ingénieurs, jeunes diplômés de moins de 3 ans de mêmes écoles. Et comme notre deuxième concours a été international, on a été agréablement surprise par la diversité marquante de différentes géographies et de cultures. On peut compter de Côte d'Ivoire au Canada, par exemple. Et finalement, nous avons reçu 18 dossiers complets. Ce soir, nous allons distribuer 5 prix. Le premier par nos partenaires et après prix de coup de cœur de Cercle des Arts et mention spéciale de Cercle des Arts. Donc, un grand merci à nos partenaires. Sans eux, c'était difficile de réaliser cet événement. Ayala Life Designers, Pichimo, Sopi Cronarb et Promoval. Et merci infiniment à nos soutiens de Ville de Lyon pour l'accueil, Mairie de Lyon pour l'accueil de notre comité technique, École nationale supérieure d'architecture de Lyon pour l'accueil de notre jury, et aussi les membres de Cercle des Arts, Gravure & Co pour panel signalétique, et aussi In Media Res pour la communication. Les sujets du concours, comme ça a déjà été dit, c'est la gare Saint-Paul à Lyon, la gare Saint-Paul entendue comme les quartiers des gares, les abords de la gare. Il y a évidemment un enjeu des plateformes multimodales, comme ça a été dit, les flux des trains, des bus, des piétons et des vélos. Il y a aussi un enjeu d'usage, donc c'est un espace aussi bien des rencontres, des passages rapides qu'un espace d'attente.
C'est un lieu significatif par sa centralité. C'est la proximité de cette gare du quai de Saône, du centre-ville, le fait que ce quartier appartienne au périmètre UNESCO, que la gare Saint-Paul est inclue dans les SPR du Vieux-Lyon, tout ça en font un lieu très significatif pour la ville. Et ensuite, sa forme urbaine, il y a le parvis, il y a la place qui descend sur les quais, il y a tout ce qui est la rue Saint-Paul avec ses voûtes, et aussi les bâtiments qui sont aujourd'hui désaffectés, qui ont fait l'objet du concours. Là, on peut revoir effectivement les périmètres d'études. La gare, donc les parvis, la place Saint-Paul vers les quais, justement la rue avec les voûtes en contrebas et les 2 bâtiments inoccupés qui faisaient également partie. Donc tout ce lieu nous a paru une très bonne opportunité pour parler des villes inclusives, pour parler évidemment aussi des mutations écologiques, mutations d'usage de la ville aujourd'hui. Voilà, on voit très bien sur les photos, cette place, ces lieux, il y a des bâtiments d'une très forte valeur et en même temps des espaces un peu, disons, laissés espaces strictement utilitaires qu'on espérait pouvoir revaloriser avec les idées de ce concours. La qualité des projets reçus, des dossiers reçus était très bien. Il y a eu des réponses différentes et les critères c'est pas simple de résumer des critères, mais disons, et les jurys techniques du Cercle des Arts et les jurys, on s'est un peu basé sur des critères qui sont l'analyse du site et les diagnostics, l'originalité, la créativité du concept, la qualité architecturale, de la réponse architecturale et urbaine, et évidemment la prise en compte du caractère non genré et inclusif des propositions. On va présenter les prix, donc j'appelle Sarah Frépon et Anne Gardoni pour vous annoncer. Alors nous avons l'immense privilège de remettre le prix coup de cœur du Cercle de Zaha. Et voilà, on a souhaité, dans le briefing, on nous a dit peut-être une soirée un petit peu comme les les Césars, les remises des Césars, mais c'est vrai que j'ai pas le talent de Florence Foresti ni d'Antoine Decaune. Voilà, bon, en tout cas, on va remettre ce prix. On va appeler. Tu voulais dire un petit mot sur le. On va ouvrir. Ouais, tu voulais pas dire après. Vas-y. Voilà. Donc pour le prix coup de cœur du Cercle de Zaha, la musique. C'est le projet Rendez-vous à Saint-Paul de Marguerite Maître, Hugo Leclerc et Camille Kervella. Juste un petit mot, moi je voudrais dire quand même que je suis, voilà, c'est très important pour nous ce prix coup de cœur parce qu'il est vraiment représentatif de cette capacité qu'ont eu ces jeunes diplômés ou ces étudiants à prendre à bras le corps en fait un sujet effectivement dans un quartier patrimonial un peu sacralisé, un sujet de gare qui peut faire peur et en fait voilà, vous avez vraiment eu cette approche d'en faire un lieu de vie, un lieu de rendez-vous et je partage cette idée que la ville elle commence par se donner rendez-vous. Mais oui, allez-y. Oui, allez-y. Bravo. Donc tout d'abord, nous tenons à vous remercier de nous avoir permis de travailler sur un sujet qui nous tient autant à cœur.
Nous sommes une équipe de 3 concepteurs, donc Hugo Leclerc et moi-même, Marguerite Maître, paysagiste pour l'agence Atelier Nymphe, ainsi que Camille Carvela, architectrice, cofondatrice de l'association L'Architecture qui dégenre à Bruxelles. Nous avons analysé le site au travers du regard d'une femme et donc de sa sensibilité et de son expérience. Cette promenade sensible nous a permis instinctivement de référencer les zones d'insécurité, la rupture piétonne flagrante entre le quartier du Vieux-Lyon et le quartier Saint-Paul, et les espaces délaissés inaccessibles, à fort potentiel. Les rencontres qui ont été faites sur le terrain nous ont permis de comprendre le vécu des usagers ainsi que les besoins humains essentiels et dignes qui manquaient à cet espace. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'un espace inclusif ? Pour nous, c'est un endroit qui rassemble autour d'activités qui concernent tout le monde. Manger, s'asseoir, se reposer, profiter d'un espace vert, se déplacer, trouver des lieux sûrs dans la ville. Le quartier Saint-Paul est vu comme un cul-de-sac. On y passe, mais on s'y arrête peu. La gare est utilisée comme une cantine par les étudiants. Leur dégradation de l'espace public et leur présence gênent les passagers des trains. Nous souhaitons que cet endroit revienne un espace où l'on s'arrête. Un parc où l'on peut manger et s'asseoir. Des rez-de-chaussée dynamiques et vivants où l'on peut se restaurer sur la place Gerson. Un espace social, d'exposition et de rencontres, dédié à tous les habitants du quartier et aux nombreux artistes de la ville dans les voûtes de la rue Saint-Paul. Un quartier accessible facilement via une passerelle qui reconnecte les quais de la Saône et les hauteurs et permet un accès direct au quai de la gare. Et enfin, un vrai parvis de gare piéton avec un élément central autour duquel on peut tourner, s'asseoir et s'arrêter. Cet élément pourrait accueillir chaque année les réalisations des étudiants en art à proximité, les inclure à l'espace public pour leur apprendre à mieux le respecter. Saint-Paul est le quartier des habitants, des travailleurs et des étudiants. Nous voulons qu'ils puissent se rencontrer, s'arrêter le temps d'une pause déjeuner et se donner rendez-vous sur le parvis de la gare. Merci. Pour le prix mention spéciale du Cercle de Zaha, j'appelle Grégory Fouque, Promoval. Bonsoir. Alors on m'a demandé de dire un petit mot quand même avant de remettre le prix tant attendu. Écoutez, déjà c'est une joie d'être ici et de représenter Promoval ce soir pour ce concours international d'architecture. On est un acteur de la cité et on a souhaité renouveler encore cette année l'engagement qu'on avait autour du Cercle de Zaha et où se mêlent toutes les activités professionnelles, à la fois des étudiants, des élus, des jeunes actifs au service de l'intérêt général et du bien vivre ensemble. Et moi surtout, je voudrais remercier donc le Cercle lui-même, puisque c'est grâce à eux et à elles surtout que tout se fait. Donc à cette équipe de choc, celles qui font bouger les lignes, celles à l'engagement plein et entier, celles qui savent donner du sens, et ça fait du bien. Bravo. Voilà, pour la suite, écoutez, je crois que je vais être rapide, puisque les choses ont déjà été dites, mais je trouve que la thématique de la gare de Saint-Paul était en tout cas un très bon choix. Et pour un Lyonnais que je suis, c'était un lieu sur lequel il y aurait beaucoup de choses à faire. Donc, pour la mention Cercle de Zaha, Promoval, cette mention spéciale est, et donc pour de l'espace scénique à l'espace public, Manon Gerlier. Bonsoir à toutes et tous. Déjà, je tiens à remercier le jury pour ce prix et le Cercle de Zaha pour avoir organisé ce concours. Donc, le projet, j'essaie de résumer rapidement les idées de ce projet. Je pense que c'était important ce qui a été dit. L'exercice n'était pas facile. Le choix du site, notamment, parce qu'en fait, on est sur un site que je n'ai pas forcément trouvé discriminant. Enfin, en tout cas, en me rendant sur le site, j'ai pu voir des femmes très jeunes, moins jeunes, des mères, des enfants. Et donc, l'idée pour moi, c'était surtout d'essayer de faire rester les personnes, faire habiter les personnes sur l'espace et pas juste le faire se traverser.
donc, et de renforcer cette diversité d'usagers dans un ancrage. Également, on est sur un hub de transport, donc finalement qui est moderne, qui s'inscrit dans un site Renaissance chargé d'histoire. Et ma proposition, ça a été de travailler sur le théâtre, qui en fait est un marqueur de ce site, puisque c'est là où est né le théâtre des Guignols. Et il y a énormément de théâtre en présence sur le site de Saint-Paul, mais le théâtre a aussi une vocation de libération de la parole, de prise de confiance en soi, et donc d'empowerment. Donc la première idée, c'était de travailler sur une forme de continuité du sol, avec la topographie en présence sur le site, et de proposer la mise en place d'un amphithéâtre dans la topographie, pour justement donner un espace où les gens restent, où les gens s'expriment, et donc d'inviter à occuper l'espace finalement. Donc en créant ce lieu de débat, ce lieu d'échange, il y a cette première impulsion d'inclusivité. Après, un deuxième sujet qui recouvrait encore cette question du théâtre, c'était d'essayer de mettre en scène cette gare qui est assez intéressante puisqu'elle a une façade assez théâtrale et finalement quand on la traverse, on se rend compte qu'elle est un peu vide et qu'on arrive assez vite sur les quais de gare avec une façade finalement un peu comme un décor. Et donc de travailler à magnifier un peu cette place, de l'encadrer de la structurer par la mise en place d'arbres et de travailler finalement ces entrées sur la gare, ces venelles, tout ça. Et le dernier point, c'était finalement de travailler sur l'animation de cette gare, elle aussi, puisqu'elle a peu d'usage, et d'implanter, enfin, de faire des propositions d'aménagement à l'intérieur des arcades, sur ce que j'ai appelé la balustrade, qui est donc ce passage sur les quais qui permet d'amener à la friche SNCF. Et voilà, d'essayer de créer aussi un ancrage des gens par l'usage et par l'animation de l'espace public. Voilà. Merci. Alors, pour le troisième prix, nous allons appeler Bénédicte Baston, directrice régionale de Sopic-Rhône-Alpes. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous. Je vais vous présenter de manière très succincte Sopic-Rhône-Alpes. Donc, nous sommes un promoteur immobilier indépendant qui accompagne la mutation des villes avec des projets sur mesure et innovants. Au départ, nous étions un acteur historique de l'immobilier de commerce et nous sommes devenus un opérateur reconnu d'immobilier de bureaux et de logements. Proche des élus, nous rendons possible un nouvel urbanisme efficace, inclusif. Et donc, je suis très fière de pouvoir remettre un prix à des jeunes talents. Donc, le prix à Océane Loutrin et Valentin Couder. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc on voulait vraiment remercier Cercle de ZA pour ce concours et les membres du jury pour le prix. Donc on a vraiment trouvé ce sujet et ce lieu intéressant parce qu'en fait au-delà de l'espace public, on a vraiment pu traiter le rapport avec le patrimoine, l'architecture, mais aussi les usagers et les usages. Et en fait pour ce projet, on a vraiment voulu libérer l'espace urbain pour avoir une lecture beaucoup plus claire du quartier et aussi simplifier cet espace public. Comme on l'a dit plusieurs fois précédemment, donc en plus de... Vous m'entendez ? Pardon. Comme on l'a dit plusieurs fois précédemment, donc on a beaucoup parlé de ces questions de libérer les usages, libérer un peu de mobilier urbain également. En plus de, pour nous, la place du Vétal qui était assez importante, parce qu'on parle beaucoup d'îlots de fraîcheur, surtout ces dernières années avec les canicules qu'on a subies, je pense, un peu partout. C'était aussi de mettre en avant cette architecture, ce tissu urbain, raccrocher le contexte de ce projet dans la globalité de
ce quartier. Et comme on l'a dit également, c'est un quartier qui se vit, donc en plus de cette gare qui prend beaucoup de place, on a voulu aussi mettre en avant tout ce qui était les commerces, la restauration, tout ce qu'on pouvait retrouver, la vie, les établissements scolaires qui sont tout autour de ce quartier, qui font que ce quartier vit en fait. Voilà, merci beaucoup. Pour le deuxième prix du jury, j'appelle Pitch Imo, Johan Paul. Bonsoir à tous. Donc rapidement, chez Pitch Imo, on aime les femmes, on aime la jeunesse et on aime les talents. Voilà, donc je suis très fier d'être ici et de remettre ce prix. Je crois qu'on est partenaire du Cercle de Zaha depuis le début. Stéphane Saint-Pierre, une collaboratrice, est membre en effet dès la première heure. Donc pour nous, c'est tout naturellement qu'on est là pour vous accompagner et puis en tant qu'entrepreneur, c'est notre responsabilité de soutenir les réflexions sur la ville, les différentes actions, puisque c'est notre métier de tous les jours. Donc le deuxième prix est attribué, c'est caché, à Les Voix de Saint-Paul, Adrien Cambois et Alice Lupo. Aline. Bonsoir, merci beaucoup pour ce prix. On a été vraiment très heureux de pouvoir participer à ce concours. Pour nous, en fait, c'était un sujet qu'on ne connaissait pas, donc on a beaucoup appris sur cette problématique. C'est vrai que pendant nos études, on ne s'est pas intéressé forcément à cette question. Et donc, on a pu faire mûrir cette réflexion pour le mettre à profit dans notre projet. Donc en fait, après avoir analysé les besoins, les différentes problématiques du quartier, on a fait émerger 4 enjeux, qui est donc l'inclusion sociale pour assurer la représentation et la participation équilibrée des genres. Ensuite, c'était l'autonomie pour assurer de l'accessibilité à toutes et à tous et un sentiment de sécurité. On a traité aussi la revégétalisation de la ville et l'incitation aux mobilités bas carbone pour en fait vraiment créer un espace qui puisse être résilient au dérèglement climatique et puis qui puisse aussi lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur. La quatrième et dernière enjeu qu'on a traité, c'était donc la mise en valeur patrimoniale et architecturale du lieu. Donc, et je vais vous laisser Adrien vous expliquer la suite. Du coup, un peu plus concrètement aussi, comment ça a pris place au sein du quartier Saint-Paul. On a travaillé beaucoup sur les flux, sur les mobilités, permettre à tous et à toutes de s'approprier l'espace, tous les lieux, donc en gommant les franchissements, en simplifiant les flux, en piétonnisant des espaces, comme la place Saint-Paul accolée aux espaces de restauration. C'est des espaces aussi où on a voulu travailler sur la perméabilité des sols, sur aussi la végétalisation de ces espaces. Donc travailler avec des strates arborées qui sont résilientes et qui sont majoritairement résilientes. Et aussi par rapport à cette strate de végétation, permettre une surveillance informelle, comme disait Madame Delaunay tout à l'heure, et donc être vu et visible de tous, un peu partout, pour se sentir bien et pouvoir rester sur ce lieu au maximum. Et on espère donc pouvoir mettre dans notre pratique professionnelle maintenant un peu plus cette question du genre dans nos projets et aussi transmettre aux personnes qui ne s'approprient pas ces questions.
Voilà. Alors pour le premier prix, j'appelle Delphine Bégy, directrice de l'agence AIA de Lyon. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très impressionnée déjà par tous ces rendus, le graphisme des présentations qu'on a pu découvrir, et puis l'aisance que tous ces jeunes architectes, paysagistes, urbanistes nous ont démontré ce soir. Voilà, bravo à tous. En quelques mots, AIA Architecte fait partie du groupe AIA Life Designers. Nous sommes une agence d'urbanisme, d'architecture et d'ingénierie fondée en 1965. Nous travaillons en France et à l'étranger. Aujourd'hui, c'est un groupe de plus de 650 collaborateurs et nous sommes réunis autour des valeurs de la préservation du vivant, de l'humain et de l'innovation. Et c'est évidemment dans ce cadre que nous sommes très très heureux d'être parmi vous ce soir pour remettre ce prix. Puisqu'en soutenant le concours La vie ensemble toutes et tous, AIA Life Designers affirme à nouveau son engagement à promouvoir les valeurs essentielles à la santé et au bien-être des générations futures, dont l'égalité, l'inclusion sont évidemment centrales pour toutes et tous dans la ville. Donc je vais remettre le premier prix au projet Une nouvelle cohabitation entre passage et ouvrage à 2 personnes, Alix Falcon de Longevial et Juliette Chaury. Donc, bonsoir à tous. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter brièvement notre réponse au concours d'idées. D'origine lyonnaise, il nous tenait à cœur de travailler dans son centre historique. De plus, cela correspondait aux enjeux actuels, donc les flux et mobilités, l'échelle urbaine, et penser le quartier par le biais de l'inclusivité. Donc, nous avons utilisé des outils tels que l'approche par le terrain, l'observation, l'immersion, pour appréhender le quartier Saint-Paul, le comprendre et en déceler toutes ses spécificités. Donc, cette approche nous a permis de développer une vision interne et sensible du site qui nous a poussé à intégrer l'inclusion du vivant au sens large, aussi bien humain que végétal, comme nouvelle dynamique dans la démarche de projet. Pour nous, penser la ville pour tous, c'est proposer un espace plus qualitatif, plus confortable, prenant en compte le bien-être de l'ensemble des usagers de la ville, y compris ceux qui n'y ont pas leur place aujourd'hui. Donc, malgré une valeur symbolique forte, le quartier est aujourd'hui un espace de liaison, de déplacement et rarement une destination. Donc, notre attention première a été de rassembler les contours complexes des façades, d'assurer la position urbaine de la gare et de l'église et de restaurer l'attractivité des lieux par un tracé unificateur générant l'architecture du sol. Cette uniformité au sein de l'espace public du quartier permet d'expérimenter la quasi-disparition des routes, de mettre en place une mobilité douce et de redonner la place à un usager oublié au fil des années. Donc, dans le projet, on a pris le parti d'associer à la gare plusieurs lieux, tels que donc, la place Saint-Paul, la place Gerson, les voûtes et la plateforme SNCF, puis de traiter la diversité de chacun de ces micro-lieux avec spécificité par le biais de la temporalité. Donc, en effet, l'usage de la gare comme lieu d'espoir est re-questionné par la création d'un lieu de transition où tous les usages qu'on a choisi d'implanter, comme le jardin partagé, des espaces d'attente à ciel ouvert et des initiatives habitantes, se combinent, changent selon l'heure du jour, l'endroit ou la saison. Donc un lieu de tous les possibles, envisagé comme un lieu de passage pour quelques secondes, une halte ou comme ancrage pour une temporalité plus longue. Donc finalement, pour conclure, notre réponse au concours d'idées, qui vise à re-questionner le quartier de la gare Saint-Paul, se traduit par la volonté d'inventer une mosaïque urbaine qui défend l'idée d'un espace mixte, accessible, convivial,
incluant le vivant au sens large, notamment avec la dynamique de revégétalisation majeure du quartier. Et chaque lieu conservé, réhabilité ou créé pourra évoluer à son rythme en harmonie avec ses voisins. Et donc c'est un projet qui prône la diversité sociale, culturelle et générationnelle pour permettre à chaque personne, homme ou femme, de se sentir inclus, égal à l'autre, qu'il soit de passage ou dans une démarche d'ancrage au sein du quartier Saint-Paul. Et donc on tenait à remercier le Cercle de Zaha pour avoir organisé ce concours, également l'équipe enseignante de l'ENSA Grenoble pour leur soutien au cours de ce projet, et puis à vous tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup. Une photo de tout le monde. Merci à nos sponsors et nos lauréats d'avoir été là et puis surtout d'avoir illustré la qualité et la diversité de la réponse au concours. Vous avez vu que c'était un petit peu surexposé en termes de lumière. On va avoir le plaisir maintenant de vous inviter à un petit cocktail et également de pouvoir retrouver l'ensemble des projets qui ont été lauréats ce soir, puisqu'on a produit effectivement de grands panneaux avec les lauréats pour vous expliquer l'ensemble des projets. Donc je vous invite à retrouver notre petit cocktail sur la salle d'à côté. En tout cas, au nom de tout le Cercle de Zaha, encore une fois, on tient vivement à vous remercier d'avoir été là. Merci aux lauréats, merci à tous les candidats qui vont nous écouter en vidéo. Merci à nos sponsors, sans lesquels rien n'aurait été possible. Et encore une fois, un grand merci à notre jury d'avoir été présent et également à la mairie de Lyon, bien sûr, de nous avoir accueillis ici. J'invite les candidats, les membres du jury et les sponsors peut-être à me rejoindre sur cet espace afin qu'on puisse faire une petite photo souvenir. Merci à tous et bonne soirée.